pourrait y avoir des inondations au moment où on s'y attend pas. Donc imaginons que c'est les États-Unis qui mettent en place ce grand filtre solaire au pourtour de la Terre et que c'est les États-Unis qui gèrent le thermostat climatique de la Terre et qu'il survient une sécheresse en Inde et au Pakistan. Eh bien, les gouvernements indiens et pakistanais vont culpabiliser les États-Unis. Et il faut se souvenir que l'Inde et le Pakistan sont armés de l'arme nucléaire. Donc on ne va pas être trop dramatique, on ne va pas tout dramatiser, mais si une grande puissance modifie le climat, peut-être que la tentation de régler le climat pour servir ses propres intérêts au détriment d'autres pays pourrait faire l'objet d'un phénomène auquel on ne pourrait pas résister. On parlera dans un instant avec vous, Clive Hamilton, justement du cadre législatif pour ce type de projet. Clive Hamilton, est-ce que les citoyens du monde connaissent aujourd'hui cette problématique ou est-ce que ça reste encore une affaire pour le moment de spécialistes, alors qu'on voit bien les débats éthiques qu'il nécessite? D'abord, je voudrais revenir sur cette chanson des Arctic Monkeys quand même. Peut-être qu'un jour, il y aura des singes dans la jungle, dans l'Arctique. Pour répondre à votre question, les citoyens du monde ne connaissent que très peu la géo-ingénierie. Non pas parce qu'il s'agit de quelque chose de secret. Il y a pas mal de rapports, il y a beaucoup d'articles dans des magazines scientifiques qui traitent de ce sujet. Mais il faut savoir qu'en dehors de quelques articles dans les journaux, la géo-ingénierie n'est pas encore entrée dans le débat public. Moi, j'ai rédigé cet ouvrage parce que je pense que ce sujet deviendra inévitablement un sujet de débat public une fois que le tabou sera brisé à l'échelle politique et une fois que les décideurs politiques commencent à envisager la géo-ingénierie pour répondre au changement climatique. À ce moment-là, nous aurons tous à comprendre ce qu'il y a sur la table, quelles sont les possibilités. Alors, il y a pas mal de rapports, par exemple, la Royal Society du Royaume-Uni, il y a mon livre, et aujourd'hui, on peut se renseigner sur ce qu'est la géo-ingénierie. Et à mon avis, en tant que citoyen, il est de notre devoir de comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des débats qui suscitent beaucoup d'émotions aujourd'hui, en tout cas, qui amènent les citoyens à se rencontrer, à discuter, comme les nanotechnologies, les OGM ou le nucléaire, et on va certainement voir arriver très prochainement, en tout cas, des débats autour de ces questions de géo-ingénierie, dont vous dites, Clive Hamilton, que ce sont des techniques qui représentent une transformation profonde de la relation d'Homo sapiens à la Terre. Certaines de ces technologies sont assez bénignes. D'autres, en revanche, visent à maîtriser le système climatique de la Terre dans son ensemble et le régler pour répondre à nos besoins de façon perpétuelle. Si c'est cette voie-là que nous choisissons, cela constituera une rupture dans la relation qu'ont les êtres humains par rapport au monde naturel. En effet, nous ne parlons pas simplement de changer l'environnement naturel, les choses autour de nous, mais nous parlons de devenir les maîtres de la Terre. Et cela pose des grandes questions éthiques, voire religieuses. Parce que cela signifie que l'humanité décide de jouer le rôle de Dieu pour maîtriser le climat. Ce serait une espèce de transgression d'une barrière, d'une limite éthique. Et nous entrerions ainsi dans un domaine dont nombreux sont les gens qui pensent que c'est un domaine dont l'homme ne doit pas avoir la maîtrise. C'est le territoire de Dieu. C'est pas la peine d'avoir une croyance parce qu'il y a une version athée de cet argument. Je pense que bon nombre d'athées pensent qu'il y a quand même des limites à ce que doit faire ou doit essayer
de faire l'homme pour maîtriser le monde naturel. Et là, nous sommes face à la géo-ingénierie qui nous emmènerait au-delà de ces limites. Et ce serait une espèce de transgression. Par ailleurs, les technologies de géo-ingénierie intéressantes sont de plus en plus sous l'œil des citoyens aux États-Unis. On se dit que l'être humain a peut-être pas le droit, mais a la responsabilité de maîtriser l'ensemble des phénomènes de la Terre. En Europe, en revanche, on se place plus dans une posture de scepticisme, voire de peur quant à ce rôle prométhéen que pourrait prétendument jouer l'humanité. Absolument. Et vous donnez dans vos exemples cette histoire d'un physicien qui a suggéré en 1993 d'augmenter le rayon de l'orbite terrestre autour du Soleil pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique. Il ne doute de rien, mais c'est un projet qui a été publié dans une prestigieuse revue scientifique. Donc on voit bien quand même qu'on n'a pas affaire là à de simples geeks ou à des amateurs de science-fiction. Ce sont des scientifiques qui publient dans des revues de référence. Well, yes, indeed. That was a really quite bizarre paper in which one. Il s'agissait d'un article assez étrange. Ce chercheur éminent parlait dans un célèbre magazine du changement de l'orbite de la Terre pour que cela se trouve un petit peu plus loin du Soleil. Ainsi, la Terre serait quelque peu refroidie. Alors, pour de la science-fiction, ce serait pas mal, mais cela reflète l'inquiétude qui préside à certaines pensées scientifiques et le périmètre prométhéen de certaines solutions qu'ils commencent à promouvoir et qu'ils étudient. Alors, Clive Hamilton, il y a beaucoup de courriels des auditeurs qui souhaitent vous poser des questions. Il y a Bruno, par exemple, qui nous dit ceci. Est-ce que le phénomène des chemtrails existe déjà ? Si oui, est-ce que c'est justement une nouvelle arme technique que propose la géo-ingénierie pour contrer le réchauffement climatique ? Vous nous expliquez ce que c'est en 2 mots, les chemtrails ? Ce sont ces avions qui répandent derrière eux des produits dans le ciel ? Il s'agit un petit peu d'une théorie du complot. Certains pensent que le gouvernement avec un G majuscule ou alors les Nations Unies sont en train de transformer chimiquement les traînées à l'arrière des aéronefs et qu'ils pulvérisent des produits chimiques dangereux et nous sommes ainsi pulvérisés, les cultures vont être empoisonnées, nos esprits vont être envahis par ces produits chimiques toxiques. Il n'y a aucune preuve scientifique qui étaye cela. J'ai parlé à des physiciens de l'atmosphère, à des spécialistes des nuages, je leur ai posé cette question des traînées des aéronefs et personne ne m'a donné la moindre preuve pouvant justifier ces craintes. Donc, je crois que cela ne mérite pas d'être pris au sérieux du tout parce que c'est la science qui nous intéresse avant tout. Alexandre sur Twitter nous envoie ce message. La géo-ingénierie, selon lui, se rattache à une forme d'hypertrophie scientiste certainement pas souhaitable. Vous partagez cette analyse ? Ça, c'est un bon argument. Nous devons le comprendre. D'une certaine façon, la géo-ingénierie constitue la technologie qui va battre toutes les technologies. Je m'explique. Nous sommes dans une situation où il y a le réchauffement climatique qui est très dangereux. Non pas parce que nous manquons de technologie, mais parce que nous avons un problème politique et social. Cependant, la géo-ingénierie constitue une proposition qui vise à nous sortir de cette mauvaise passe en employant la technologie plutôt que de nous attaquer à ces problèmes sociaux et politiques. Françoise demande dans un autre courriel, est-ce que les projets dont vous parlez sont des projets ou est-ce que certains d'entre eux sont déjà testés ? Alors la recherche est théorique en grande partie, on travaille sur des modèles, mais on commence à faire des essais, par exemple, depuis quelques années.
L'une des grandes technologies qui est la fertilisation du fer des océans. Je vais vous expliquer cela. L'idée consiste à stimuler la croissance d'algues dans les océans en ajoutant du fer, en le pulvérisant à l'arrière de navires. Et il a été du reste démontré que lorsque cela est réalisé, eh bien, en effet, on se retrouve avec des blooms algaux importants. Et à mesure que les algues prolifèrent, ces algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et si ça fonctionne, si ces petites, si ça se fait, eh bien, lorsque ces petites algues mourront, elles descendront, elles couleront au fond de l'océan avec le dioxyde de carbone et on espère pouvoir ainsi piéger le carbone pendant très longtemps. Pas mal d'expériences ont été menées. Il y en a une importante qui a été menée il y a environ 3 ans. Elle a été menée par une équipe d'Allemands et d'Indiens. Et certaines de ces technologies font l'objet d'essais à l'heure actuelle. Et moi, il m'apparaît que certaines de ces technologies pourront être déployées d'ici 5 ou 10 ans si les décideurs politiques sentent que ce plan B est nécessaire. Ça vous paraît très dangereux, justement, dans une échelle aussi courte, de pouvoir faire appel à ce type de technologie, sans bien connaître d'ailleurs les effets secondaires, hein? Oui, je pense que ce serait dangereux, très dangereux, de faire cela dans les 5 ou 10 années à venir. Mais quoi qu'il en soit, il y a un chercheur, David Keefe, c'est un chercheur américain à l'université Harvard, qui vient de publier un livre dans lequel il explique que nous devons faire des études sur la pulvérisation de particules de sulfate dans la stratosphère et que nous devrions commencer à pulvériser dans l'atmosphère d'ici 2025. Ce chercheur, David Keefe, est vraisemblablement le chercheur le plus important, qui a le plus d'influence dans le domaine de la géo-ingénierie. Donc il faut écouter ses propos avec beaucoup d'attention. Donc des chercheurs, des scientifiques, mais évidemment des milliardaires pour financer ces projets absolument colossaux. Et le plus connu d'entre eux s'appelle Bill Gates. Oui, c'est un aspect intéressant de la géo-ingénierie. Les chercheurs attirent des personnages intéressants. L'un de ces personnages les plus intéressants, c'est Bill Gates. Il a déjà investi plusieurs millions de dollars pour soutenir la recherche en géo-ingénierie. Bill Gates est également un investisseur dans un bon nombre de sociétés qui font de la recherche. Et j'ai cherché à l'Office des brevets américains, et je me suis aperçu que le nom de Bill Gates apparaît sur un certain nombre de brevets de technologies de géo-ingénierie. Richard Branson, le créateur de Virgin. Il y a également Murray Edwards, milliardaire qui a fait sa fortune en développant les sables bituminés au Canada, le pire des carburants fossiles. Donc, ces gens-là ont des motivations et lorsque les fonds privés commencent à investir dans le changement du système climatique mondial, je crois qu'il y a lieu d'être inquiet. Voilà, et pendant qu'on finance tout ça, on ne s'intéresse absolument plus à la poursuite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien le problème d'ailleurs, hein. La plus grande préoccupation liée à la géo-ingénierie, à mon avis, c'est que ça va nuire aux mesures d'encouragement visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre. En effet, les décideurs politiques faibles ou réticents ou sous la pression des grandes entreprises pétrolières vont éviter de prendre les grandes décisions en se servant de cette idée comme prétexte. Merci infiniment, en tout cas, Clive Hamilton, pour votre venue dans la tête au
carré, et puis aussi la façon dont vous nous éclairez sur ce thème. Il faut retenir ce nom, qui est pas très sexy. Géo-ingénierie, c'est pas très très beau, mais c'est pourtant une réalité pour le futur dont on devra s'occuper activement, en tout cas être très attentif à ce qui va se faire dans ce domaine. Et puis évidemment, les citoyens auront leur mot à dire sur ces questions. On peut en savoir plus dans ce livre qui est vraiment très facile à lire, aux éditions du Seuil, Les apprentis sorciers du climat, raisons et déraisons de la géo-ingénierie. Merci beaucoup, Clive Hamilton. Merci beaucoup.